l'émission Nos légendes où on vous parle du parcours qu'ont fait nos légendes dans leur carrière. Aujourd'hui, on va aborder ce qui concerne la santé. Voulez-vous savoir qui est nos légendes aujourd'hui? C'est dans l'émission Nos légendes Karen. Je suis avec vous à la présentation. Qu'est-ce que c'est tout là pour vous? Une bonne santé et un esprit sain valent mieux en ce monde que tous les biens. Une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Une meilleure santé contribue également de manière importante au progrès économique puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus. Avec plus de 20 ans de contribution à la croissance du secteur de la santé grâce à la prestation des services médicaux, Polyclinique La Médicale continue de collaborer efficacement avec d'autres parties prenantes, y compris le ministère de la Santé, pour promouvoir le secteur. Dr Pierre Kanimba, le propriétaire de la Polyclinique La Médicale, indique que les heures supplémentaires dans le secteur de la santé ont connu un développement considérable qui a non seulement attiré les investisseurs régionaux et internationaux et a amélioré la fourniture des services dans le secteur. Dr Pierre Célestin Kanimba exerce ses activités dans le secteur de la santé depuis 1990 et compte actuellement plus de 146 agents de santé, dont plus de 30 médecins et 46 infirmiers capables de traiter au moins 350 patients par jour. Il a 29 ans que la Polyclinique médicale est au service, mais Dr Kanimba Pierre Célestin a 38 ans au service de la santé. Il est aujourd'hui un médecin général, aussi propriétaire de la Polyclinique médicale, qui est communément connue comme Kanimba. Et oui, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, on est à la Polyclinique La Médicale et on va rencontrer un médecin général, Dr Pierre Célestin Kanimba. Étant une légende dans ce domaine de la santé, pourriez-vous nous parler un peu brièvement de votre parcours? Je suis médecin à la Polyclinique La Médicale de Kigali. J'ai d'autres polycliniques à l'intérieur du pays. J'ai une polyclinique à Houye, une polyclinique à Musanze et des cliniques à Kibungo, à Ngoma et Rubafu. Je suis dans le domaine depuis 38 ans. J'ai d'abord travaillé dans les hôpitaux de l'État pendant 10 ans. Et en 1991, j'ai ouvert une clinique privée. Une clinique privée ici à Kigali. J'ai dû, les débuts sont normalement difficiles. Il faut que les gens te connaissent. Il faut que les gens connaissent ce que vous faites, de quoi vous êtes capable de faire. Et ça n'a pris pas beaucoup de temps. Alors j'ai fait une clinique privée pendant 4 ans, 91, 92, 93, 94. Et cette clinique a été détruite pendant le génocide. Le matériel a été pillé, et la maison a été endommagée. Et au retour, à 94, au mois de juillet, j'ai refait la même clinique. J'ai réparé la clinique. J'ai cherché le matériel nécessaire pour pouvoir ouvrir une clinique. Nous avons pu donner de grands services à la population qui était en ce moment-là en détresse. Et je crois que nous en sommes sortis indemnes. C'est déjà une grosse chance. Et nous continuons à travailler depuis. Nous faisons tout ce qu'on peut encore faire pour rendre vraiment service à la population. Comme si vous avez un parcours très lent, pourriez-vous nous dire les moments qui vous ont été très difficiles dans votre parcours? Et si je reviens un peu sur les débuts, c'était difficile. Je vous ai dit que j'ai fait les services de l'État pendant 10 ans. J'ai quitté les services de l'État en 1990. J'étais ici à Kigali, j'ai fait presque 3 mois sans travailler. Je me suis décidé
de passer à la médecine privée dans des périodes extrêmement difficiles où certains de nos amis étaient en prison. Alors je me dis, il faut absolument que je me décide à faire quelque chose, à pouvoir aider ce que je peux encore aider. J'ai lancé la médecine privée. Bon, je croyais qu'on allait peut-être moi-même m'emprisonner, mais ça n'a pas été. J'ai travaillé normalement. Évidemment, toute la période, l'année 91, l'année 92, l'année 93, l'année 94, c'était des années difficiles. Les 3 mois, c'était une grande détresse. Et on n'a pas fonctionné comme un médecin. On a peut-être fonctionné comme médecin quand nous étions un peu... J'ai été à l'hôtel de Mille Collines. Là, nécessairement, les maladies ne font pas de répit. Nous faisions des traitements au niveau de l'hôtel, en volontaire. On essayait d'aider les femmes qui étaient enceintes à coucher là-bas. Il faut pouvoir aider parce que nous avions les connaissances. Et nous avons été du côté d'Okabouga aussi quelques semaines. Dans quelques semaines aussi, nous avons monté un dispensaire. Je dis les médecins qui étaient là, les infirmiers qui étaient là. Nous avons pu aider la population qui était avec nous. Mais c'était difficile. Avez-vous déjà vécu une défaite qui vous a rendu malheureux, si je peux le dire comme ça? Déception. La première déception, c'est de pouvoir perdre les malades que vous avez traités, où vous avez mis tout pour pouvoir sauver le patient. Et le patient, où vous ne réussissez pas à sauver le patient. Là, c'est une grosse déception. Sinon, moi personnellement, je n'en ai pas eu beaucoup. Je vous dis que j'ai travaillé pour le service de l'État pendant 10 ans. Je travaille dans le privé, mais je n'ai pas eu de grosses déceptions. Je dis dans la carrière de médecin. La grosse déception, c'est là dont j'ai parlé, des années 94, où on perdait des amis, on perdait des frères, on perdait des parents. Là, c'est une grosse déception. Évidemment, qui n'est pas nécessairement très attaché sur notre carrière de médecin. Donc, sinon, en termes dans la carrière elle-même, je n'ai pas eu beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon docteur? Pour être un bon médecin, il est évident qu'il faut avoir des connaissances requises pour être médecin. Il faut avoir vraiment des connaissances larges. Il faut être à même de pouvoir écouter le patient. Il faut être à même de pouvoir consulter. Quand je dis consulter, bon, tu fais un dialogue avec le patient, mais ce n'est pas suffisant. Il faut dialoguer avec les confrères. Il faut dialoguer avec les confrères de différents domaines pour pouvoir donner satisfaction à nos patients. Tous les enfants ont peur d'aller à l'hôpital. Certains parmi eux ont même peur de voir le médecin lui-même. Mais ce qui m'étonne, c'est que si tu le demandes, ils veulent tous devenir des docteurs. À votre avis, que pensez-vous être la raison derrière cette ambition pour les enfants? Écoute, il y a des phénomènes psychologiques difficiles à définir. Difficiles à définir, mais en général, tous les enfants, effectivement, à un certain âge, au niveau d'entrée peut-être à l'université, les gens se disent, il faut absolument que je fasse médecin. Ingénieur, en général, ne savent pas exactement ce qu'est un ingénieur, à moins qu'ils soient orientés proprement par les professeurs. Et être militaire, c'est bon. Être ingénieur agronome, c'est bon. On ne le voit pas beaucoup. Mais les infirmiers, les assistants médicaux, les médecins, s'en voient beaucoup. En général, pour les petits-enfants, ils vont régulièrement dans des hôpitaux, dans des cliniques. Là, ils sont en contact direct avec les médecins, avec le staff médical. Et ce staff médical, en général, dans ce qu'on nous enseigne, dans ce que nous apprenons à l'école, c'est d'abord de pouvoir faire le management correct de ces petits-enfants, des patients qui nous arrivent de différents niveaux. Et ces petits-enfants, en général,
Quand tu regardes vraiment les infirmières bien formées, ces piqûres-là passent dans une période assez courte et la psychologie de l'enfant passe plutôt à aimer l'infirmier qui l'a traité correctement. Qui l'a traité correctement sans regarder seulement la piqûre. Tu dis non, la piqûre ici on ne pique pas. Et on ne pique pas, on te laisse jouer, il prend le jeu de l'enfant, il joue avec. L'enfant oublie totalement ce qui s'est passé quelques heures avant. Il est vrai que, étant docteur, je crois que vous rencontrez des moments difficiles, si je peux le dire comme ça. Des fois, il faut annoncer des mauvaises nouvelles, des fois, il faut aussi annoncer des bonnes nouvelles. Et s'il s'agit des mauvaises nouvelles, peut-être par exemple, si tu dois dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de sa famille, comment vous gérez cette situation? La situation, il faut la gérer avec force. Je dis force de caractère, dans la mesure où vous avez tout fait pour faire accoucher une femme. Mais pour des raisons absolument pas, pour des raisons non liées à la carrière elle-même, l'enfant meurt. Il faut aviser d'abord la maman, qui a fait vraiment un travail fou pour pouvoir arriver à un stade, au stade de l'accouchement. Vous savez, la grossesse, c'est 9 mois. La femme a fait 9 mois. Elle revient à l'hôpital, l'enfant encore vivant. Et pendant la procédure d'accouchement, vous perdez l'enfant. Il faut avoir le courage de le dire à la maman. Il faut avoir le courage de le dire à la famille. Il faut avoir le courage de continuer à aider la maman. Parce que les gestes de rejet peuvent arriver. Il ne faut pas que tu sois, le médecin soit absolument émotionnel. Si vous perdez l'enfant, il faut sauver la maman. Il faut sauver la maman, il faut calmer la famille. Tout ça, c'est ce que nous recevons au niveau de l'école. Et maintenant, on est en dehors du carrière. Pourriez-vous nous dire, à part d'être le docteur, le médecin général, qui est Pierre-Célestin Kanimba en particulier? En principe, j'essaie d'être un homme simple. J'essaie d'être un homme simple dans la mesure où le travail que nous faisons, je dis la carrière médicale, demande de faire des efforts d'approcher les gens, de faire des efforts de vivre avec les gens, pas nécessairement les gens simples, les patients. Et il faut alors être à même de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir parler aux patients, de pouvoir les aider et de pouvoir, en principe, remplir la grande mission que nous avons, de pouvoir les servir. Quel héritage souhaiteriez-vous laisser dans les années plus tard? Le principal des héritages que je pense devoir laisser, nous sommes en train de travailler sur la médecine privée, nous sommes en train de faire que la médecine avance en général. L'héritage que j'aimerais vraiment laisser à la prospérité, c'est que la médecine au Rwanda puisse être vraiment une médecine de valeur, une médecine qui puisse rendre les services aux 13 millions d'habitants que nous avons aujourd'hui et dans le futur. Si que moi-même je termine ma vie après avoir fait un gros pas dans la médecine telle que je le souhaitais dès le début de mon entreprise. Si vous aurez la chance de retourner à l'âge de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Si je retournais à un âge beaucoup plus bas, 20 ans, je ferais sérieusement de la médecine. Sérieusement de la médecine parce que nous n'avons pas eu la chance d'aller nous spécialiser. Je t'ai dit que je suis un médecin généraliste. J'aurais aimé être spécialisé dans quelque chose dans la médecine et de rendre des services spécialisés à la population, aux 13 millions. Donc, oui. Mon souhait aussi, c'est que les efforts faits par l'État puissent aboutir à des résultats palpables. C'est-à-dire, nous avons engagé aujourd'hui un service de mutuelle. Ce service de mutuelle engage toute la population. C'est-à-dire, ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons avec les maisons d'assurance
ils ne regardent qu'une toute proportion de la population. Alors que les mutuelles regardent toute la population. Les 13 millions que nous avons aujourd'hui sont concernés par les mutuelles de santé. Si les mutuelles de santé pouvaient être vraiment développées et que nous puissions servir toute la population, moi je serais très heureux. Sans devoir regarder l'ORICRE. L'ORICRE est bon, nous avons besoin d'argent pour pouvoir fonctionner, mais je refuse n'importe quelle nature d'opportunisme. Je veux qu'on puisse servir cette population. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît normalement? C'est de pouvoir vivre avec les gens. Quelle est la chose que vous avez fait et que vous regrettez aujourd'hui? Écoute, je regrette rien. Je crois que, toute proportion gardée, nous avons fait de bonnes choses. Nous avons pu mener une carrière correctement. Nous sommes en train de corriger même les erreurs, les petites erreurs qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait pu faire. Et je crois que je ne regrette rien. Vous êtes un papa, mais aussi un médecin qui est toujours de temps en temps au service des malades. Comment vous gérez les situations? Et la famille, je dis que je remercie la famille de m'avoir toléré dans la mesure où j'ai été régulièrement absent. Et aujourd'hui, je suis presque à l'âge de la pension. Et j'ai des enfants qui sont de grands enfants. Les uns ont leur propre famille, d'autres sont en voie de terminer les études. Donc, je suis complètement satisfait. Et vis-à-vis de la famille, j'ai fait, je crois, mes devoirs de parents, mes devoirs de papa. Les manquements ont été tolérés et n'ont pas fait de dégâts. Et donc, je suis très content de la situation familiale d'aujourd'hui. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de l'émission de Légende d'aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'on découvrait Dr Pierre-Célestin Kanimba, qui est aujourd'hui un médecin général à la polyclinique La Médicale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie tous de nous avoir suivis, sans toutefois oublier de remercier ma merveilleuse collaboration technique. Karen, j'étais avec vous à la présentation. C'est tout là pour vous. Je vous retrouve à la prochaine fois, à la prochaine occasion. Au revoir.